La présentation va porter donc sur le téléchargement et la diffusion de données sur Kidit. Tout d'abord, nous allons faire une présentation sur la vision de Digital Earth Africa. Sa mission ou une de ses visions est de fournir un service de routine fiable et opérationnel en utilisant les données d'observation de la Terre pour livrer des données prêtes à la décision qui vont permettre aux décideurs politiques, aux scientifiques, aux secteurs privés et à la société civile de faire face aux changements sociaux, environnementaux et économiques sur le continent africain et de développer un écosystème d'innovation dans tous les secteurs. Avec Digital Earth Africa et les données qui sont disponibles, des études ou des travaux de recherche peuvent être effectués dans le secteur de l'agriculture et la sécurité alimentaire, dans le domaine des ressources en eau et les risques d'inondation, dans le domaine de la dégradation des terres, l'urbanisation et l'érosion côtière. Les données qui sont disponibles dans la plateforme de Digital Earth Africa, vous avez plusieurs façons d'accéder à ces données. À travers Digital Earth Africa Map, vous pouvez visualiser les données. Il y a le lien qui est indiqué http://maps.digitalearthafrica.africa. Vous pouvez également faire une analyse des données grâce à la plateforme Sandbox Digital Earth Africa, le Digital Earth Africa Sandbox. Le lien également est indiqué ici à côté. D'autres plateformes vont vous permettre d'accéder au logiciel FIP à travers OWS Map Service, le lien est indiqué, ou faire des formations ou des tutoriels grâce à Digital Earth Africa Learning Platform, le lien également est indiqué. Ces éléments seront mis à votre disposition à la fin de la présentation et pour que vous puissiez accéder à ces différentes plateformes. La vue d'ensemble de Digital Earth Africa. Digital Earth Africa nous permet un stockage de données, ou permet le stockage de données en hébergeant une variété de produits de données sur Amazon S3 avec un accès public gratuit. C'est un outil d'exploration. Les utilisateurs peuvent parcourir les produits à l'aide de l'explorateur de bac à sable et interactif. Ça permet également d'accéder aux métadonnées. Le Sandbox Explorer comprend un point de terminaison de catalogue d'actifs spatio-temporels qui correspond au stack pour faciliter la recherche de métadonnées. Le lien est indiqué. Les avantages du stack vont permettre de faire une description géospatiale standardisée qui vont faciliter l'identification rapide des produits, l'emplacement de ces produits ou la période que couvrent ces produits, ce qui va permettre des téléchargements efficaces ou des flux dans un logiciel SIG. Nous allons présenter maintenant le stack. Le stack, c'est le spatio-temporel Asset Catalog ou catalogue d'actifs spatio-temporels, qui est une nouvelle spécification pour décrire les informations géospatiales en facilitant l'indexation des données. Les fonctionnalités, les métadonnées stack de Digital Earth Africa vont permettre l'identification rapide des données disponibles en fonction du produit, de l'emplacement ou de la période. L'utilisation de stack, ces métadonnées vont permettre le téléchargement efficace des données vers le stockage local ou la diffusion directe dans un logiciel SIG de bureau comme Quantum GIS. L'objectif de cette présentation est à travers ce carnet, nous allons fournir une brève introduction à l'accès à l'utilisation des métadonnées stack de Digital Earth Africa. Pour ce faire, nous allons chercher à comprendre comment construire un appel d'API de métadonnées stack, comment rechercher des métadonnées stack et les charger
dans Python, comment inspecter et représenter les éléments stack uniques contenus dans les métadonnées, comment inspecter les actifs contenus dans un élément stack, comment télécharger des données à l'aide des métadonnées stack, et enfin, comment diffuser des données dans Quantum GIS QGIS en utilisant les métadonnées stack sans au préalable les télécharger. Donc, vous avez la possibilité soit de les stocker ou de les utiliser sans téléchargement directement dans votre environnement de travail. Pour ce faire, la méthodologie qui sera adoptée est la suivante. Tout d'abord, il y aura le chargement des paquets. Ensuite, se connecter au DataCube, rechercher les métadonnées stack. Et lors de la recherche des métadonnées stack, nous allons construire l'appel d'API stack, charger les métadonnées. Puis, nous allons inspecter les articles stack, inspecter les actifs, téléchargement des fichiers à l'aide de stack et la diffusion des données en Quantum GIS. Donc, la première étape de notre méthodologie qui consistait à charger les paquets. Tout d'abord, nous allons importer les paquets Python qui seront utilisés pour les analyses ou pour l'analyse, que nous avons ici sous forme de script, qui va permettre de pouvoir extraire et de chercher les données dans notre plateforme de Digital Earth Africa. Donc, nous avons ici Force GeoPanda to use Shapely instead of PyGeos. Ensuite, nous allons donner cette instruction. In a future release, GeoPandas will switch to use Shapely by default. Import OS, the OS.environment, et nous avons use PyGeos. Nous allons importer les DataCube, nous allons importer le UR lead request JSON, nous allons importer le GeoPanda as DPD, import Rio XArray, import odc.aws qui est dans l'environnement de Amazon, from pprint, import pprint, from datacube.test util.io, import Rio _slop_xarray. Donc ça, ce sont les paquets que nous allons charger qui vont nous permettre maintenant de procéder à la recherche de nos métadonnées. Pour accéder aux images, nous allons nous connecter au DataCube et le script vous est donné ici pour pouvoir télécharger avec les stacks, c'est-à-dire les métadonnées. Nous allons rechercher les métadonnées stack et ce faisant, nous allons faire une construction de l'appel d'API, de API stack. Nous devons mettre en place certains paramètres d'analyse qui seront utilisés pour rechercher les métadonnées. Pour cela, on inclut le product, qui est le même nom de produit que celui utilisé pour charger les données directement à l'aide de DC.load. Dans cet exemple, la zone qui a été utilisée est une partie au-dessus d'Ile-Ife, dans l'état de Osun, au Nigeria. Pour une liste complète des produits disponibles, vous devrez parcourir le Digital Earth Africa Sandbox Explorer. Là, vous allez avoir la liste de tous les produits disponibles comme images et les périodes déterminées à votre convenance. Donc ici, nous allons avoir le produit qui sera Sentinel-2. La période de début, start time, c'est le 1er janvier 2020 et la période de fin, c'est le 31 janvier 2020. Donc, nous allons définir l'étendue de couverture, c'est le B-Box 7.65, 435, 740 et 470. Toujours dans la construction d'appel d'API Stack, nous pouvons maintenant combiner les paramètres ci-dessus qu'on a définis pour créer une URL qui sera utilisée pour interroger les métadonnées stack du Digital Earth Africa. Ces métadonnées peuvent être prévisualisées dans un autre onglet en cliquant sur l'URL. Depuis le début de la présentation, nous sommes en train de parler de métadonnées. Il faudrait aussi savoir que ces métadonnées sont des données qui portent sur la donnée qui nous intéresse. Et donc, ce sont des éléments qui permettent l'identification et l'utilisation de ces données selon le besoin correspondant. Donc,
Il y a le script ici qui est indiqué et ces métadonnées rentrent dans le contexte des infrastructures de données spatiales et en particulier la recherche au niveau de clearinghouse pour avoir accès à ces données. D'où l'utilité de l'URL qui nous permettra de déterminer l'emplacement de la donnée que nous voulons utiliser. Donc, le script est donné ici et nous avons le résultat qui est indiqué ici, en dessous, qui nous donne les éléments qui vont nous permettre, à travers l'Internet, d'avoir accès à ces éléments-là. Nous avons un nombre limite qui est égal à 6, qui est déterminé dans ce contexte. Nous allons charger maintenant les métadonnées stat en utilisant l'URL qui a été généré à partir de Python. Les métadonnées seront donc stockées en format JSON que nous pouvons lire dans des dictionnaires Python imbriqués à l'aide du module Python JSON. Donc, avec le script qui est indiqué ici, qui nous donne l'élément de stockage de notre stack, nous avons ici l'élément résultant qui va donner le contexte, les features, les links, le nombre associé, le nombre retourné et le type qui correspond à le feature collection. Donc, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, le nombre retourné est égal à 6. Dans le résultat ci-dessus, la valeur number return indique que notre recherche a renvoyé 6 résultats uniques. Ces résultats sont connus sous le nom d'éléments stack. Il s'agit d'un ensemble atomique de données et de métadonnées indissociables, tel qu'un ensemble de données satellitaires uniques. Les données de chaque élément stack sont contenues dans la liste des fonctionnalités des métadonnées que nous obtenons ici à travers le script, print, etc. Donc, ces éléments sont affichés comme suit et ça nous donne un ensemble d'informations concernant les différents éléments que nous avons au niveau de notre métadonnées. Et ça, vous allez avoir la collection qui correspond ici à Sentinel2 L2A, la géométrie, les propriétés, les extensions stack, la version stack, l'étendue et l'identifiant. Il y a d'autres éléments qui suivent et qui seront définis. La sortie ici a été tronquée et nous avons affiché sous forme d'éléments défilants où nous pouvons les ouvrir dans un éditeur de texte. Vous pouvez également ajuster les paramètres de sortie de la cellule. Nous allons inspecter des articles stack. Les fonctionnalités de stack sont stockées sous forme de JSON. C'est un format de fichier largement utilisé pour stocker des données vectorielles géospatiales. Cela signifie que nous pouvons facilement le convertir en objet spatial à l'aide du module Python GeoPanda. Cela nous permet de représenter et d'inspecter l'étendue spatiale de nos données. Donc, avec le script dans notre Python, nous avons ici le convert feature to a geodataFrame et ensuite nous demandons au système de faire une représentation grâce à plot the footprint of each dataset. Toujours dans l'inspection des articles de stack, si nous voulons imprimer le geodataFrame lui-même, nous pouvons voir qu'il contient des champs de métadonnées utiles qui vont fournir des informations sur chaque ensemble de données. Ce que nous avons ici au niveau du script, gdf.head en parenthèse 1. Et il y a une table qui sera affichée où nous avons ici la géométrie, on a polygone ici, on a le type qui correspond à S2B, MSL, etc. Le ground sampling distance qui est égal ici à 10, la projection c'est le EPSG, la plateforme c'est Sentinel2B, le view qui est off nadir et l'instrument c'est le MSI. Donc, ces éléments vous renseignent sur la donnée que vous allez obtenir à travers votre stack. Nous pouvons également l'utiliser pour en savoir plus sur nos données. Par exemple, nous pouvons représenter nos ensembles de données à l'aide du champ Earth Observation Cloud Cover pour montrer le pourcentage de couverture nuageuse dans notre image. Et vous savez que dans la visualisation et l'utilisation des données d'observation de la Terre, il y a des normes qui doivent être respectées en se faisant que
les éléments ne doivent pas être, les images ne doivent pas être striées ou avoir des défauts d'enregistrement, mais aussi il y a un niveau de couverture nuageuse qui doit être maintenu et cela ne doit pas être supérieur à 10%. Lorsque le taux de couverture nuageuse passe de ces images pour des analyses devient un peu problématique. Donc, ce faisant, nous avons un script ici qui nous permettra de pouvoir déterminer le pourcentage de couverture nuageuse dans nos images qui seront disponibles. Donc, nous avons ici Color Features by Cloud Cover et cela va nous donner les éléments de représentation ici. Et nous avons un élément pour ici jusqu'au niveau de l'élément jaune. Et la valeur jaune ici qui correspond qui est aux alentours de 40% indique que la couverture nuageuse est très élevée. Dans ce contexte-là, nous avons ici des couvertures nuageuses dans la zone pourpre qui sont beaucoup plus acceptables et nous avons aussi des zones où nous avons une certaine forme de couverture nuageuse mais qui ne sont pas très importantes. Mais l'essentiel est d'être dans le contexte des 10%. Dans l'inspection des actifs, chaque élément stack qui sera répertorié dans les fonctionnalités peut contenir plusieurs ressources. Ces actifs vont représenter des fichiers ou des couches de données uniques, par exemple des bandes de télédétection individuelles pour les produits Sentinel-2, Digital Earth Africa, des bandes, des métadonnées, etc. Donc, nous avons le script ici, le stack item, underscore item, et qui détermine les données, et nous allons faire le print de ces données par rapport au stack item. Chaque élément stack répertorié et ces éléments-là sont représentés ici. Nous avons le AOT, le BO1, etc. jusqu'au B9, B11 et B12. Nous avons les autres éléments, les metadata, etc. qui sont indiqués une fois que nous avons fait le print stack item asset, etc. Il est important de noter, là vous avez les différentes bandes qui sont indiquées ici et vous avez les informations auxiliaires qui vous sont données par la suite. Donc, il est important de noter que chaque ressource, par exemple, la bande O5 fournit une URL unique qui peut être utilisée pour accéder aux données ou les télécharger. Dans ce cas, le préfixe S3 // indique que nos données sont stockées dans le cloud sur Amazon S3. C'est la plateforme qui héberge les données utilisées. Donc, le preprint stack item asset BO5 lui donne ces éléments-là, le Hot Observation Band, l'URL qui est indiqué ici, la projection EPSG qui est utilisée, la projection shape qui lui donne les dimensions, la projection transform qui est indiquée également ici, et vous avez les bandes au niveau de title et le type qui sont des images, type. Dans l'application, on sera en géotype avec un profil de Cloud Optimize, c'est-à-dire le profil où le taux de pourcentage de nuages est faible. Maintenant que nous avons l'URL, nous pouvons utiliser pour télécharger les données sur notre disque local, si nous envisageons de les utiliser sur notre ordinateur personnel. Par exemple, nous pouvons vouloir télécharger des données pour la bande de satellite BO5 dans notre élément stack. Nous pouvons le faire en utilisant la fonction S3 download de odyssey.aws qui est indiquée à ce niveau-là. Obtenez l'URL puis télécharger. L'URL est égal à stack underscore item et on indique l'asset et la bande et l'URL. Le odyssey.aws.s3 underscore download URL va exécuter la commande pour le téléchargement et nous allons avoir ici comme résultat la bande BO5.pif qui est le format image reconnu par notre plateforme. Pour vérifier que ce fichier a été correctement téléchargé, nous pouvons le charger dans notre carnet, dans notre notebook en tant que xarray.dataset à l'aide de Rio xarray.open_Rio. Donc, le script vous est indiqué ici.
load data as an xarray.dataset et nous avons indiqué downloaded underscore ds rio xarray.open underscore raster rio en parenthèse la bande sous format TIFF. Et ensuite, nous avons pour représenter indiqué un sous-ensemble de l'image par downloaded underscore ds.ifl en parenthèse, nous allons indiquer les spécifications de dimension et la représentation image. Ce que nous obtenons ici, avec notre image qui est représentée à un certain niveau de représentation qui a été défini. En remarque, si ce bloc-notes est exécuté sur le banc de sable de Digital Earth Africa, le fichier enregistré va apparaître dans le répertoire Frequently Used Code du navigateur du fichier JupyterLab. Ceux qui sont habitués à utiliser la plateforme de Sandbox, vous allez pouvoir identifier facilement cette partie indiquée Frequently Used Code au niveau de la partie gauche de votre plateforme. Pour l'enregistrement sur votre ordinateur personnel, vous allez faire un clic droit sur le fichier et vous cliquez sur télécharger et vous l'avez sur votre système. Si nous voulons maintenant télécharger plusieurs fichiers, pour chacun de ces 6 éléments stack renvoyés par notre recherche, nous allons obtenir à ce niveau-là la liste de toutes les URL de la bande BO5 définie sous forme de asset BO5 et nous avons ici le URL qui nous permet d'avoir accès à cette bande. Si nous voulons télécharger chaque URL, nous indiquons ici for URL in URLs et on imprime print URL en utilisant le odyssey.aws.s3 underscore download URL. Pour le téléchargement de toutes les bandes disponibles, pour un seul élément stack, nous avons également la procédure qui est indiquée en utilisant le script défini ci-dessous. Et vous utilisez également la même procédure pour télécharger chaque URL indiquée. Maintenant, une vue d'ensemble des données satellites en streaming, c'est-à-dire en téléchargement ou en diffusion dans votre plateforme. Les challenges ou défis qui sont rencontrés, le téléchargement de grands ensembles de données satellitaires directement sur votre propre disque local peut être lent et chronophage. Cela veut dire qu'il y a une lenteur et cela prend beaucoup plus de temps. Par contre, la solution utilisée ici est le streaming, c'est-à-dire la diffusion des données directement à partir du cloud, qui pourrait être beaucoup plus efficace, en particulier pour les formats Cloud Optimized GeoTIFF, le COG, qui vont permettre de diffuser de petits morceaux d'images à la fois. Donc, il y aura un fractionnement de l'ensemble de l'image en petits paquets qui vont pouvoir être transférés beaucoup plus rapidement à travers le Cloud Optimized GeoTIFF. Donc, la mise en œuvre du streaming, nous allons vous montrer ici dans cette section comment diffuser les données directement dans le logiciel QGIS. Donc, en lieu et place de transmettre dans votre ordinateur, nous l'envoyons directement dans votre logiciel QGIS. Et la première étape ici va consister à convertir les URL Amazon S3 en format HTTPS. Par exemple, le HTTPS : // afin qu'elle puisse être lue plus facilement. Donc, le script est indiqué dans notre portion grisée. Obtenir l'URL en écrivant ici le script. URL est égal à stack underscore item, asset le B5 et le URL. Si on veut obtenir l'URL HTTPS, en passant par le bucket et nous avons les différents éléments HTTPS, on veut obtenir l'URL en bande avec les 3 bandes B3, B4 et B5. Nous avons le URL pour les assets des bandes et le référence. Et donc, ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre de pouvoir avoir accès à nos images et de les avoir directement dans notre environnement de travail qui est le QGIS, au lieu de les télécharger dans notre ordinateur et ensuite les
appelés dans QGIS. Donc, le streaming des données par satellite nous va donner ici, quand on a fini de faire l'appel des URL des bandes, nous avons ici comme résultat les différents HTTPS qui ont été identifiés pour chaque bande que nous allons devoir maintenant retrouver dans notre environnement QGIS. Maintenant que nous sommes dans notre environnement QGIS, qu'est-ce qu'allons-nous faire? Donc, pour diffuser ces données directement dans un logiciel QGIS, comme QGIS par exemple, sans avoir à les télécharger, sélectionner et copier d'abord. Nous allons sélectionner et copier d'abord les URL. Et on ouvre QGIS. Et une fois qu'on a ouvert QGIS, dans QGIS, on va cliquer sur couche. On est ici, on est dans notre environnement de travail ici, QGIS. On va dans Layer, Add Layer, c'est-à-dire ajouter une couche. Et au niveau de ajouter une couche, on choisit ajouter une couche raster, comme c'est indiqué dans le graphique à droite. Dans le gestionnaire de sources de données qui s'ouvre ici, vous avez Data Source Manager, raster. Vous êtes ici au niveau de raster. Vous allez dans la boîte de dialogue raster et au niveau de protocole, à ce niveau-là, au-dessus, vous avez Source Type. Vous cliquez, vous avez protocole, HTTPS, vous avez Cloud, nuage. Au niveau de protocole, vous indiquez le type. Et le type doit être HTTPS et ou HTTPS ou FTP. Et vous allez coller l'URL que vous avez copié dans cette partie appelée URL. Donc, vous confirmez que vous êtes dans HTTP ou HTTPS ou FTP au niveau du protocole. Et au niveau de l'URL, vous collez les URL que vous avez identifiés antérieurement ici. Vous cliquez sur Ajouter et ensuite vous fermez la fenêtre. Quelques instants après, votre image que vous avez identifiée à l'aide du stack va être affichée dans votre fenêtre de travail et ces données sont diffusées directement depuis le cloud. Aucun téléchargement n'a été nécessaire. Donc, vous travaillez à partir du cloud en affichant votre image qui n'est pas dans votre ordinateur. En cliquant maintenant sur Raster, dans le menu principal de la fenêtre déroulante, vous allez cliquer sur Divers. En anglais, ici, ça correspond à Miscellaneous. Et au niveau de Miscellaneous, vous allez dans Construire un raster virtuel, c'est-à-dire Build a Virtual Raster. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et dans cette fenêtre, vous allez cliquer sur l'onglet Paramètres et vous cliquez sur le bouton de course d'entrée. Au niveau de Build Virtual Raster, vous êtes ici au niveau de Paramètres et vous cliquez sur le couche de bouton de données d'entrée, le Input. On sélectionne les calques à utiliser pour les compositions colorées, c'est-à-dire les bandes B5, B4 et B3 qui sont représentées ici, en suivant l'ordre dans la fenêtre ouverte. Donc, il y a le B3, le B4 et le B5, et vous cochez. Vous placez ces fichiers d'entrée dans une bande distincte et vous conservez la valeur par défaut et vous cliquez sur Exécuter. Donc, vous avez la procédure qui est affichée ici. Vous sélectionnez vos bandes et vous validez. Au niveau du log, qui donne les informations sur les procédures de l'exécution du travail demandé, qui est affiché ici, et une fois que le programme est terminé, le travail est terminé, vous allez avoir votre image virtuelle sur la diapositive qui va suivre. Et votre image en composition colorée est affichée ici avec les bandes 3, 5, 4 et 5. Maintenant, la composition colorée que vous allez exécuter va déterminer de l'agencement des bandes dans les canaux rouge, vert et bleu. À ce niveau ici, maintenant, nous avons l'adresse pour télécharger
le notebook qui est indiqué ici et nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup pour votre présence. Joseph? Oui, je vous écoute, seulement. Voilà. Donc, la présentation est finie. S'il y a des questions, des observations, je suis à votre écoute. Merci beaucoup. Je vous en prie, seulement. Merci beaucoup pour la présentation très détaillée, tout à fait didactique. Je tiens à mentionner que vous avez toujours été tout près de DIA Africa pour le développement des cours en ligne et, et quelques notebooks. Tout le monde peut se loguer et aller à travers en cas de besoin. Alors, je vois beaucoup de gens, Ali. Si quelqu'un aurait une question,